9 h, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. La Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui Abdelmadjid Tebboune président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat suite à sa victoire à la présidentielle du 7 septembre dernier avec un taux de 84,30%. De nouveaux messages de félicitations au président de la République Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection, des messages de la part de plusieurs dirigeants et pays amis. De nombreux Rifins sont sortis aujourd'hui manifester contre la répression qu'ils subissent de la part du régime du Marzen dans un contexte socio-économique désastreux. Ils militent pour dénoncer la marginalisation dont ils font l'objet. Les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla se préparent à une nouvelle vague migratoire, alors qu'au Maroc, la précarité persistante amplifiée par le séisme dévastateur que le pays a connu il y a un an laisse des milliers de familles sinistrées. Scandales et corruption aggravent la situation. Nous vous parlerons par la suite du Soudan qui fait face à une crise sans précédent. 20 000 personnes ont été tuées depuis le 15 avril 2023. 80% des hôpitaux sont hors service et les malades sont livrés à eux-mêmes. L'Algérie soutient ce pays et plaide pour une solution pacifique. Les préparatifs pour le Mawlid Nabawi sont en cours. Les valeurs religieuses et culturelles sont transmises aux enfants qui jouent un rôle central dans les festivités. L'occasion de célébrer la foi tout en renforçant les liens familiaux et communautaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa victoire aux élections. À cette occasion, le président sénégalais a exprimé au président de la République ses vœux de bonne santé et de réussite dans la poursuite de ses fonctions au service du peuple algérien, frères et amis, réitérant sa disposition à œuvrer ensemble pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président de la République tchèque, Petr Pavel, a adressé un message au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il a exprimé ses plus chaleureuses félicitations, soulignant sa volonté d'améliorer les relations amicales qui lient les deux peuples dans divers domaines. Il lui a souhaité santé et prospérité. Autre message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, celui de la présidente de la Confédération suisse, Viola Amherd, qui a souligné que les relations bilatérales fortes et amicales entre l'Algérie et la Suisse, construites sur une histoire riche, reflètent une intense coopération commune, en particulier cette année au niveau du Conseil de sécurité. La présidente de la Confédération suisse a également félicité le président de la République à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution de libération nationale. Et on continue justement ces messages qui affluent à l'occasion de la réélection du président de la République. C'est le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a félicité le président de la République, lui exprimant ses plus chaleureuses félicitations et ses vœux de réussite. À cette occasion, Charles Michel a affirmé son engagement à travailler avec le président de la République dans le cadre du respect mutuel et de la confiance, afin d'approfondir les relations fondées sur l'accord de partenariat, notamment dans les domaines de la sécurité énergétique et de la stabilité régionale, considérant l'Algérie comme un partenaire essentiel. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en son nom et au nom du gouvernement, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République, souhaitant lui donner plein succès dans son nouveau mandat et soulignant que sur la base des liens d'amitié et de bon voisinage, l'Algérie trouvera toujours en l'Espagne un partenaire et un ami fiable pour parvenir à la stabilité et à la paix dans la région méditerranéenne. La Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui Abdelmadjid Tebboune président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat suite à sa victoire à la présidentielle du 7 septembre dernier. Selon les résultats définitifs de la présidentielle, dans un communiqué lu par le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, Abdelmadjid Tebboune est élu avec 7 976 291 voix, soit 84,30% des suffrages exprimés, alors que le candidat Abdelali Hassan
Hassani Shrif a recueilli 904 642 voix, soit 9,56% des suffrages exprimés. Et le candidat Youssef Aouchiche, 580 495 voix, soit 6,14% des suffrages exprimés. Écoutons le président de la Cour constitutionnelle. Le nombre total d'électeurs inscrits à l'intérieur du pays et à l'étranger est de 24 351 551, alors que le nombre total d'électeurs votants est de 11 226 065. Quant au taux global de participation, il est de 46,10%. Le nombre de bulletins nuls est de 1 764 637. En revanche, les suffrages exprimés sont au nombre de 9 461 428. La majorité absolue est de 4 730 715. Les suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant sont comme suit. Abdelmadjid Tebboune a recueilli 7 976 291 voix, soit 84,30%. Abdelali Hassani Shrif a recueilli 904 642 voix, soit 9,56%. Youssef Aouchiche a recueilli 580 493 voix, soit 6,14%. Omar Belhadj a affirmé que Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment, conformément à l'article 89 de la Constitution. Considérant qu'en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Constitution, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs et considérant que le candidat Abdelmadjid Tebboune a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés par les électeurs, la Cour constitutionnelle proclame Abdelmadjid Tebboune président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment, conformément à l'article 89 de la Constitution. Poursuite des efforts pour venir en aide aux sinistrés des wilayas de Béchar et de Naama suite aux récentes intempéries qui s'y sont abattues. Les interventions sont réparties sur l'ensemble des zones sinistrées dotées de tous les moyens humains et matériels, avec la mobilisation de centaines de travailleurs d'instances et d'entreprises publiques et privées soutenues par les équipes de volontaires. De vastes opérations qui enregistrent un bon état d'avancement et qui portent sur le nettoiement des rues et des habitations, l'enlèvement de la boue et de détritus, la réouverture des axes routiers, la correction torrentielle et le curage des avaloirs. Pour leur part, les services et équipes de contrôle technique de la construction s'attellent à l'évaluation de la situation et l'élaboration du bilan des dégâts et pertes ayant affecté les habitations, les locaux commerciaux, les réseaux divers et les terres agricoles. De son côté, la société de distribution de l'électricité et du gaz poursuit les travaux de révision et de maintenance du réseau endommagé pour rétablir le courant électrique coupé à titre de précaution pour certaines régions, tout comme l'Algérienne des eaux qui procède à des réparations des parties du réseau d'alimentation d'eau potable endommagées. Face au défi de l'eau en Algérie, une première cargaison de pompes en provenance du Japon est arrivée à Alger, destinée à garantir l'approvisionnement en eau potable. Ces équipements réceptionnés par une filiale du groupe Sonatrach seront déployés au niveau des 4 grandes stations de dessalement. Alors d'autres livraisons suivront jusqu'à la fin du mois pour répondre aux besoins urgents du pays en ressources hydriques. Amel Bouarba. Voici la première cargaison de pompes en provenance du Japon destinée au fonctionnement des grandes stations de dessalement de l'eau de mer dans 5 wilayas à travers le pays. La société algérienne Énergie Compagnie, filiale du groupe Sonatrach, a lancé un pont aérien couvrant 10 vols afin d'approvisionner ses projets en équipements nécessaires, de quoi permettre d'accélérer les travaux pour une mise en service rapide de ces stations. Nous avons réceptionné les pompes à haute pression et leurs accessoires qui sont d'une taille assez importante. La livraison de ces dispositifs de façon rapide est cruciale pour la mise en service des stations de dessalement dans les délais impartis à cet effet. Nous avons lancé un pont aérien qui s'étalera sur 13 jours, couvrant 10 vols. Ces pompes dotées de dispositifs de récupération d'énergie avec un système d'osmose inverse sont le cœur de la station de dessalement. La réception de ces équipements permettra la mise en service dans les délais fixés des stations de dessalement.
L'état d'avancement des travaux des 5 grandes stations de dessalement de l'eau de mer de Boumerdès, Taref, Bdjaya, Fouka et Oran a atteint les 75%. La cadence des travaux s'accélère pour leur livraison dans les plus brefs délais, avec en ligne de mire l'installation prochaine des pompes haute pression qui représentent le cœur battant de ces stations d'envergure. Nous allons passer à la phase d'installation des équipements, une phase primordiale permettant la mise en service de ces stations de dessalement d'eau de mer. Nous avons accéléré la cadence pour l'achèvement de la phase finale du programme de réalisation de ces 5 grandes stations de dessalement de l'eau de mer et leur livraison dans environ 3 mois et demi. Ces pompes sont essentielles au fonctionnement de ces stations de dessalement de l'eau de mer. Le recours à l'importation express par fret aérien de ces équipements permettra de respecter le délai de livraison. Une fois opérationnelles, ces 5 stations de dessalement de l'eau de mer permettront de produire 1,5 million de mètres cubes par jour, de quoi renforcer l'alimentation en eau potable et garantir la sécurité hydrique. Décès aujourd'hui de la collègue et journaliste rédactrice en chef à la télévision algérienne Khadija Tahar Abbas à l'âge de 59 ans suite à une longue maladie. La défunte était réputée pour ses hautes qualités morales et son grand dévouement au travail au sein des différents organes de presse pour lesquels elle a travaillé, notamment au sein de la télévision nationale. En cette douloureuse circonstance, le directeur général par intérim de la télévision algérienne présente en son nom et au nom de tous les travailleurs de la télévision algérienne ses sincères condoléances à la famille de la défunte et à l'ensemble de la famille de la télévision, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. C'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. Bruxelles a vu aujourd'hui la naissance d'une alliance historique entre 2 mouvements de libération. L'alliance scellée par le Front Polisario et le Parti national du Rif vient mettre à nu les pratiques du régime du Marzen contre 2 peuples qui luttent pour leur indépendance, nous dit Raouf Hamouche. Deux peuples et un combat contre le même colonisateur. L'alliance historique scellée par le Front Polisario et le Parti national rifin vient dénoncer les agressions que subissent les Sahraouis et les Rifins. Une alliance dictée par des défis communs que le Front du Polisario d'un côté et du Parti national rifin de l'autre sont appelés à relever ensemble face à un système qui a colonisé le Sahara et le Rif, mais également le Maroc. 2 peuples opprimés décidés à recourir à la justice pour recouvrer leur souveraineté. Des causes justes de plus en plus soutenues à travers le monde. Je saisis cette occasion pour réitérer le soutien de l'Afrique du Sud à la lutte que vous menez pour votre indépendance. Une lutte qui rappelle la lutte menée par l'Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid. Les Africains sont appelés aujourd'hui à vous soutenir. نتيجة تزايد التحديات المشتركة التي يواجهها الشعبين الصحراوي والريفي في ظل استمرار السياسات الاستعمارية المغربية تزيد إلى وحدة الصفوف وتنسيق الجهود في هذه المرحلة الحساسة. بالطبع هذه المرحلة الحساسة جعل هذا التوقيت مثالي لتشكيل هكذا تحالف يهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعبين الصحراوي والريفي. Face aux mutations et au développement rapide au niveau régional et international, les Sahraouis et les Rifins espèrent que cette alliance renforce leur marge de manœuvre face au colonialisme marzanien et unifie leurs rangs pour une bataille déjà à l'intérieur au niveau des terres occupées, mais aussi au niveau international dans la continuité des efforts afin de promouvoir la cause de la libération et de l'indépendance des 2 républiques sahraouies et rifaines, mettant en évidence notamment les sévices subis par les Rifins. Ce qui est particulier dans ce dossier, c'est que c'est une cause qui est assez peu connue, mais qui est une cause qui, je dirais, demande à être connue, parce que c'est vraiment un peuple opprimé
on connaissait l'oppression dans le Rif, mais que cette oppression en plus soit identifiée à une nationalité, à une nation, c'est une découverte pour moi qui en fait quelque chose de particulier. D'après ce que j'ai vu au début, oui, il y a une volonté d'opprimer le mouvement, il y a une volonté d'emprisonner des gens, d'empêcher qu'ils puissent s'exprimer. Donc voilà, c'est la manière d'agir habituelle d'un État, je dirais, face à un mouvement indépendantiste qu'il veut éviter absolument d'aboutir. Les hommes libres du Rif nous ont toujours soutenus. Ils ont été à la hauteur de la lutte menée par Abdelkrim El-Khattabi. Ils ont été une source d'inspiration pour les mouvements de libération. Leur soutien était inconditionnel dès le premier jour de l'invasion marocaine. Notre alliance aujourd'hui a été précédée par l'alliance de nos peuples qui luttent sur le terrain. Deux peuples qui sont étroitement liés sur nos terres occupées ou en exil. Ils doivent être pour nous une source d'inspiration. En effet, l'une des premières mesures concrètes est de lancer des initiatives conjointes au niveau international pour mettre en évidence les crimes odieux perpétrés contre les peuples encore aujourd'hui. Les deux parties prévoient également d'organiser des conférences et des dialogues élargis visant à unifier les rangs des peuples rifins et sahraouis, ainsi qu'à construire des partenariats régionaux et internationaux pour soutenir leurs droits. De nombreux Rifins en sont sortis aujourd'hui manifester contre la répression qu'ils subissent de la part du régime du Marzen dans un contexte socio-économique désastreux. Ils militent pour dénoncer la marginalisation dont ils font l'objet en poursuivant inlassablement leur lutte. Walid Yousfi. Des centaines de Rifins ont à nouveau investi les rues de Bruxelles pour dénoncer les pratiques du Marzen qui, depuis plusieurs années, tentent d'effacer leur identité et les empêcher de s'exprimer librement. Les militants de la République du Rif dénoncent aujourd'hui le mutisme du régime du Marzen. Nous sommes sortis aujourd'hui pour rappeler la date d'indépendance du Rif en 1921. Le Marzen applique une politique d'expropriation des terres en forçant les Rifins à s'exiler. Nos terres sont offertes aux sionistes. La marginalisation est aussi une pratique courante que subissent les Rifins. Certains s'insurgent aujourd'hui contre la situation socio-économique désastreuse dans laquelle ils sont plongés. Ce qui attire l'attention, c'est que le Marzen tente par tous les moyens de casser les Rifins et leur politique qui prend de la force de jour en jour. Nous savons très bien qui nous sommes et assumons parfaitement notre identité. Nous avons eu un passé tragique et sanglant marqué par la répression du Marzen qui nous a empêchés de jouir de notre liberté. Pour les Rifins, le combat continue jusqu'au recouvrement de leurs droits légitimes, un combat de longue haleine. Les enclaves espagnoles de La Ciotat et de Melilla se préparent à une nouvelle crise migratoire après des appels sur les réseaux sociaux incitant un grand nombre de jeunes Marocains à franchir illégalement les frontières européennes. Les autorités espagnoles ont renforcé la sécurité, mais la situation pourrait bien dégénérer vu le flux de Marocains qui cherchent à fuir la précarité de leur pays. Majda Djahmoud. Fnidak, une petite localité au nord du Marzen, défraie la chronique et fait la une de la presse mondiale. Cette petite localité a vu ces derniers jours une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre déployées le long de la côte frontalière. Suite à l'effervescence qu'ont connue les réseaux sociaux après la diffusion d'informations faisant état d'un afflux massif de migrants marocains en quête d'une vie décente et qui se sont donné le mot pour quitter le royaume et ont décidé de mettre le cap sur la péninsule ibérique au risque de perdre leur vie. Une jeunesse étouffée par des conditions de vie précaires et qui ne fait plus confiance au régime défaillant. Une jeunesse qui a trouvé à travers les réseaux sociaux un refuge et un moyen pour organiser leur migration. Plusieurs vidéos incitant à traverser les barrières frontalières ou à nager jusqu'à la jetée de Tarajal à Ceuta continuent de circuler. Quand nous avons appris la nouvelle hier, nous nous sommes dit pourquoi ne pas tenter le coup. Vous savez,
Nous sommes très nombreux. Moi, je viens d'El Hoceima, mais il y a aussi ceux qui sont venus de Casablanca ou de Fès. Et il y a même des Syriens avec nous. On n'en peut plus de cette situation. Si on est arrivé au point de risquer notre vie pour fuir notre pays, c'est qu'on n'y a trouvé ni loi ni justice. ما درتي هذه المحاوله هذه الا وراه وصلت لك العظم في هذه البلاد هذه اللي ما فيها لا حق لا قانون لا حتى شي حاجه. Face à une potentielle vague migratoire, les autorités espagnoles ont renforcé la sécurité à Ceuta et Melilla, deux enclaves stratégiques à la frontière avec le Maroc. La Guardia Civile a déployé des renforts matériels et humains, notamment aux postes de passage les plus sensibles. Devant la précarité grandissante au Maroc, ces jeunes désespérés voient désormais en ce passage dangereux l'une des rares issues pour échapper à un avenir sans perspective. Encore une fois, le Makhzen recourt à la carte migratoire pour faire pression sur l'Europe en général et sur l'Espagne en particulier, en contrepartie de concessions politiques douteuses. Au Maroc, toujours, des milliers de familles vivent encore dans la précarité un an après que le pays ait été frappé par un séisme dévastateur. La reconstruction tarde à se concrétiser malgré des promesses financières massives. Seules quelques habitations ont vu le jour. Parallèlement, des scandales de détournement de fonds destinés aux victimes émergent, aggravant une situation déjà critique. Entre lenteur des autorités et corruption, l'avenir des sinistrés reste désormais incertain. Raouf Hamouche. Un an après le pire tremblement de terre qu'ait connu le Maroc depuis plus de 60 ans, le Makhzen prouve encore une fois son incapacité à agir en un véritable gouvernement soucieux du bien-être de sa population. Des milliers de familles de la province d'El Hawez attendent toujours d'être relogées. Et pour cause, le processus de reconstruction est frustrant par sa lenteur et surtout par le manque de transparence. Le gouvernement makhzenien avait promis 120 milliards de dirhams marocains sur 5 ans pour reconstruire les régions touchées et soutenir plus de 4,2 millions de personnes affectées. Aujourd'hui, seules 1000 habitations ont été achevées. Comme le montrent ces images, 12 mois après la catastrophe naturelle, les maisons sont encore des tas de décombres, laissant des familles entières se remettre difficilement des conséquences émotionnelles et physiques du séisme. في الغالب انه غيدخل البرد وغيلقاهم مازال هنا. كاين مشكل ديال الدعم، الناس تريبوا ليهم ديورهم ومستافدين من 80,000 درهم. ماشي ديال يبني، ماشي ديال يشري به بقعه. المهم كاين الاشكال بزاف. اغلبيه الناس هنا تقريبا 81% في الدوار عندنا مستافدين غير من الهدم الجزئي كما كيقولوا لي. Au moment où plusieurs affaires de détournement des aides post-séisme secouent encore le pays, des centaines de familles des villages sinistrés ont manifesté et réclamé le déblocage rapide des aides, des alternatives aux terrains non conformes et des structures médicales. En avril dernier, un ancien député proche du cercle du royaume makhzenien aurait détourné les fonds en question, initialement destinés à soutenir les sinistrés à des fins inappropriées. Selon plusieurs observateurs, le roi lui-même en a grandement abusé. L'Allemagne lui a accordé un prêt de 100 millions d'euros. Le fonds du roi a collecté plus de 12 milliards de dirhams marocains. La Banque européenne lui a donné 1 milliard d'euros. La Commission européenne l'a aidé avec 177 millions d'euros. Le Fonds monétaire international lui a prêté 1,3 milliard de dollars. Les sinistrés sont toujours dans des tentes en plastique et carton. Désormais, le Makhzen confirme son statut d'un régime qui perd les pédales en s'en mêlant les pieds, s'enfonçant davantage dans un terrain marécageux miné par la corruption, les détournements de fonds et les déséquilibres financiers qui ont pris des proportions alarmantes. Le Soudan fait face à une crise sanitaire et humanitaire sans précédent. 80% des hôpitaux sont hors service, laissant les malades livrés à eux-mêmes. Des épidémies viennent aggraver la situation. La famine menace malgré les aides internationales. L'Algérie, elle, fidèle à ses engagements, réaffirme son soutien et plaide pour une solution pacifique tout en dénonçant les ingérences étrangères dans ce pays. Walid Yousfi. 20 000, c'est le nombre de personnes tuées depuis le 15 avril 2023 au Soudan, date à laquelle des affrontements ont éclaté dans le pays. Une situation qui a poussé 2,2 millions de personnes à fuir le Soudan au moment où 11 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. Le silence suspect de la communauté internationale laisse planer les intentions expansionnistes des forces coloniales.
La situation sanitaire ne cesse de s'aggraver au Soudan. Les hôpitaux ont été pris pour cible. La plupart ont été détruits. Il y a une pénurie de médicaments à cause de l'arrêt des usines, ce qui n'arrange pas les choses. Nous avons besoin de l'intervention des pays voisins, surtout les pays arabes. Les hôpitaux qui ont été épargnés fonctionnent avec des capacités réduites. Il n'y a pas de matériel ni médicaments. Les inondations et les maladies qui ont frappé le pays ont empiré les choses. Rien qu'à Khartoum, 90% des hôpitaux sont hors service. Plus que 10 ou 15 établissements sont encore ouverts. Plus de 500 millions de dollars en médicaments ont été volés. Selon l'UNESCO, 90% des établissements hospitaliers sont à l'arrêt, alors qu'au même moment, le Soudan est frappé par une épidémie de choléra qui a fait plus de 250 morts et au moins 7000 cas recensés depuis août dernier. Les journalistes soudanais tirent la sonnette d'alarme et appellent la communauté internationale à intervenir. Les aides que nous recevons sont insuffisantes face à ce que nous vivons ici. La guerre a ravagé le système de santé. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Le déplacement forcé des Soudanais vers les pays voisins a provoqué une crise humanitaire sans précédent. Le spectre de la famine commence à planer. Nous manquons de nourriture. S'alimenter devient difficile. La situation catastrophique que nous vivons nécessite l'intervention des pays voisins. Malgré nos capacités, nous ne pourrons jamais prendre en charge tout le monde. Chaque jour, des dizaines de décès sont enregistrés à cause du choléra ou autres maladies. Cette situation nécessite l'intervention de la communauté internationale. Malheureusement, plusieurs pays appliquent la politique de 2 poids 2 mesures. Dans ce contexte, je tiens à saluer l'Algérie pour sa position honorable envers le Soudan. L'Algérie, fidèle à sa position historique, continue de condamner les ingérences extérieures au conflit qui ne font qu'aggraver la situation et appelle les belligérants, les factions militaires des 2 côtés, à s'engager dans des pourparlers de paix et à instaurer un cessez-le-feu immédiat pour protéger la population civile. Malgré les aides humanitaires qui arrivent au Soudan, les signes de famine sont bel et bien présents. La FAO a mis en place un plan d'intervention d'urgence de 104 millions de dollars qui comprend notamment la distribution de semences pour les saisons de croissance annuelle et estivale. Devant l'aggravation de la situation, l'Algérie a réitéré à maintes reprises son attachement à ses principes fondamentaux, à savoir la solution pacifique et le refus des ingérences étrangères, tout en soutenant la paix et la souveraineté de ce pays frère. Revenons chez nous en Algérie avec les préparatifs pour le Mawlid Nabawi qui sont en cours. Ils mettent en avant l'importance des valeurs religieuses et culturelles. Les familles s'activent pour transmettre ces traditions aux enfants qui jouent un rôle crucial dans les festivités. L'occasion de célébrer la foi et d'inculquer les coutumes aux futures générations. Crèche, le Mawlid Nabawi revêt une signification particulière. Les rires des enfants se mêlent aux chants religieux, tandis qu'ils découvrent l'histoire du prophète Mohammed à travers des activités ludiques et éducatives. La célébration de la naissance du prophète Mohammed devient ainsi un moment d'apprentissage et de partage, où les traditions sont transmises avec douceur et créativité, éveillant chez les enfants un attachement précoce à l'héritage spirituel et aux valeurs religieuses. Autant que directrice de crèche, on essaye toujours d'organiser des fêtes religieuses afin de faire connaître à nos enfants nos traditions. Aujourd'hui, je venu ici pour faire la fête du prophète. Et j'ai appris beaucoup de choses. Dans les crèches, comme dans les marchés, une ambiance tout aussi festive y règne. Les étals sont truffés de décorations colorées et de bougies, tandis que les commerçants et les familles s'activent pour célébrer le Mawlid. Entre chants religieux et échanges chaleureux, les marchés deviennent le cœur battant des préparatifs, incarnant l'esprit de solidarité et du partage qui caractérise cette fête. كل عام رانا في لاباسي
Nous préparons toujours la célébration du Mawlid bien à l'avance, car notre peuple aime les festivités et les clients sont toujours présents pour faire leurs achats. Comme chaque année, nous célébrons cette occasion et il est préférable d'enseigner à nos enfants les valeurs religieuses. Comme chaque année, on vient ici au Bled pour passer la fête du Mouloud avec notre famille. Et c'est top, c'est magnifique. La fête du Mawlid Nabawi n'est pas seulement une célébration religieuse, mais aussi une occasion pour de transmettre des valeurs et de réunir toutes les générations dans un esprit de paix et de générosité. Et on termine nos villages touristiques de Boudjema à Ain Temouchent, un lieu idéal pour les amateurs de détente et de loisirs. L'ambiance conviviale et les services de qualité sont très appréciés. Un cadre enchanteur qui attire de nombreux visiteurs, contribuant au développement du secteur du tourisme de la région, donc apporter une véritable plus-value économique. C'est un reportage de Saada Mayouf. Nul conteste, Ain Temouchent, sur la côte ouest de l'Algérie, regorge de nombreuses potentialités touristiques à ravir. Le village touristique situé à Ouled Boudjema offre dans ce sens toutes les commodités nécessaires à un bon séjour et des souvenirs inoubliables. Je me trouve ce jour dans un village de vacances que nous souhaitons qu'il soit un village de vacances exemple de l'Algérie. Il faut multiplier les villages de vacances comme celui-là, parce qu'on a de tout. On a passé un beau séjour au niveau de l'entretien, au niveau des jeux, des toboggans. C'est sécurisé. Voilà, le personnel, il est là, il est présent. De 400 lits en 2015, cet investissement touristique enregistre aujourd'hui 1100 lits. Son credo, surprendre à chaque saison estivale sa clientèle par de nouvelles réalisations, des acquis à même de dynamiser l'activité touristique. Nous avons 5 piscines, plus une piscine pour femmes, une piscine couverte. Nous avons une vingtaine de toboggans. D'une façon générale, le village, le client n'a besoin de rien du tout. Il a tout ce qu'il faut ici au village. Nous avons 300 employés qui sont au service de nos compatriotes qui nous viennent de l'étranger et de nos compatriotes algériens. Chaque année, on a un grand programme de développement. Ce développement, il est axé sur le mode de consommation des clients. À chaque fois, qui nous permet de faire des modifications et des améliorations pour mieux servir nos clients, pour mieux servir le touriste algérien et lui donner des espaces qui soient adéquats et confortables à l'usage journalier en période de vacances. On fidélise notre clientèle par des nouveautés. Par exemple, l'année dernière, on avait 10 toboggans. Cette année, on a rajouté 5. Et pour l'année prochaine, vous allez trouver une nouvelle rivière avec des piscines à surf, une piscine à surf plutôt, et une piscine à vagues. Avec 300 postes d'emploi créés, ce complexe assure également des formations de qualité aux sortants du vaste domaine d'hôtellerie et de tourisme. J'arrive de Ouargla, je suis étudiante à l'école d'hôtellerie de Boussaada. J'effectue mon stage de fin de cycle dans ce complexe pour avoir le diplôme de technicienne supérieure en hôtellerie. J'apprends énormément sur le métier. Alors, je suis diplômé d'ESHRA et ça me fait un grand plaisir de pouvoir faire ce que j'ai appris au niveau du travail et trouver du travail dans le secteur du tourisme. J'ai toujours été intéressée par le tourisme. J'ai pu travailler ici dans ce complexe familial comme gérante d'une cafette. Contribuant à l'enrichissement du tissu hôtelier dans la région, ce village touristique sans cesse adapté à une clientèle de plus en plus exigeante demeure une plus-value économique. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès jeudi prochain pour les éditions du week-end. Je vous souhaite une excellente soirée.